Salam alaikum, Azul, bonsoir. Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. Célèbre citation du philosophe Thomas Hobbes, qui a été évoquée non pas dans le Léviathan, comme on le dit souvent, mais dans son ouvrage magistral du citoyen, dans son édition originale en latin De Cive, où il énonce son principal principe Bellum omnium contra omnes, la guerre de tous contre tous. Dans cet ouvrage, Hobbes traite de 3 phases de la vie de l'homme et de la société ou de la cité: la liberté, l'empire et la religion. Dans la première, il décrit l'état naturel de l'homme face aux lois naturelles. Dans la seconde, il démontre que l'homme doit passer de l'état de nature à l'état civil. Et dans la troisième, il insiste sur la nécessité pour les hommes de se doter d'un gouvernement fort et vertueux. Enfin, la troisième partie est consacrée à l'étude du rôle de la religion dans l'organisation du pouvoir et de son influence dans l'état civil. En somme, il démontre que dans l'état de nature, l'homme ne vivait pas dans cet Éden mythique, tel que rapporté principalement par les religions, mais dans une jungle implacable, dont la seule règle est celle de la force brutale, chacun se comportant en fauve, non moins implacable, pour tenter de survivre, où le plus faible subit le plus fort. Et c'est de cette situation qu'est née la nécessité de s'organiser d'abord en solidarité clanique, familiale, puis communautaire, pour se protéger des autres, puis en cité. Et de fil en aiguille s'est imposée l'idée d'une organisation politique, d'un gouvernement, puis celle d'une violence légale pour protéger les plus faibles et imposer le respect de ce qui est devenu la loi et les lois. Et c'est ainsi que l'état civil s'est progressivement substitué à celui de l'état de nature, se perfectionnant chaque jour un peu plus jusqu'à donner l'état démocratique tel que nous le connaissons aujourd'hui en Occident tout particulièrement, où l'organisation et le perfectionnement des institutions a atteint des niveaux d'affermissement et de pratique qui a fait de la nation une cité qui tend toujours un peu plus à l'idéal démocratique, à une vraie séparation des pouvoirs, à une représentation la plus vraie possible de la volonté populaire, à une transparence de la vie politique, à la liberté d'expression et d'information, à la possibilité du citoyen de demander des comptes à ses dirigeants par des voies judiciaires et parlementaires qui lui soient accessibles, à la soumission de la force armée aux représentants du peuple et toutes dispositions qui viennent consacrer l'état civil. En Algérie, ce processus qui avait été une aspiration essentielle de la lutte anticoloniale a été, dès l'indépendance arrachée, au premier jour, tout aussitôt dénaturé. Les voleurs du feu sacré, celui de la liberté, de la libération, ceux-là qui ont pris le pouvoir par la ruse et la violence, qui ont assassiné
ou poussé à l'exil quasiment tous les leaders sincères, ou pire encore, qui les ont corrompus, achetés en vil argent. Ces voleurs de feu ont tout aussitôt opté pour une forme d'organisation qui tient en même temps de l'état de nature et très faussement de l'état civil. En fait, et pour faire simple, ce système était lui-même un loup pour le citoyen naissant, mais qui n'a pas pu naître. Comme dans toute jungle qui se respecte, ce loup a tiré sa façon d'être et sa raison d'être de cet aspect anthropophage de la cité. Et à plus forte raison que l'Algérie sortait d'une longue nuit coloniale où les autochtones étaient légalement considérés comme sujets français, non pas citoyens, mais sujets français, corvéables à merci, dont les droits étaient ceux de sous-citoyens. Et le voleur de feu a entrepris tout et n'importe quoi pour maintenir cet état de fait, pour se substituer aux colonisateurs le travail en moins. Il voulait le beurre et l'argent du beurre, puisque pour des motifs bassement égotiques, bassement claniques, bassement clientélistes, bassement népotiques, il avait décidé de ne pas permettre à l'Algérie de devenir cet État démocratique pour lequel s'étaient sacrifiés des centaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes. Il allait se servir de toutes les ruses, de tous les mensonges, de toutes les récupérations de la mémoire collective et de toutes les violences. D'abord, pour instaurer un régime soi-disant socialiste autoritaire, pour cacher sa véritable nature, puis, quand la pression populaire s'était faite trop forte, trop menaçante, il a entrepris de mettre en place un faux état civil, une façade en trompe-l'œil qui cachait très mal, par ailleurs, l'état de nature, l'état de jungle qui s'entre-dévorait derrière de fausses façades, derrière de fausses institutions, derrière un discours menteur, derrière de fausses élections, derrière une fausse séparation des pouvoirs, derrière de faux partis, derrière une fausse liberté de la presse, derrière une politique de distribution de la rente instituée en corruption et en anesthésie de masse, derrière des lois inefficiente, derrière une justice censée être rendue au nom du peuple mais qui agit au téléphone, derrière une appellation de république algérienne démocratique et populaire qui n'était ni populaire, ni démocratique, ni république, une république algérienne démocratique et populaire qui est en réalité, et de façon très tranchée, une oligarchie militaire et une mafiocratie intégrale qui a fait main basse sur tout le pays et qui ne se refuse aucun moyen pour se maintenir à la tête de ce malheureux pays, coûte que coûte. En fait, et pour faire simple, l'Algérie, qui est par ailleurs classée mondialement parmi les pires régimes actuels du monde, est l'un des pays où la malvie est particulièrement atroce, où il ne fait pas bon vivre, dont la jeunesse ne rêve plus que de pouvoir s'exiler. L'Algérie est une jungle véritable, un état de nature où tout est permis tant que les apparences sont sauves. Et même pire, puisque dans les jungles, les fauves ne tuent que pour assouvir leur faim et non pas pour leur insatiable ego.
اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. دعاك يا ربي بجاه الحبيب وتنعم علينا بفتح قريب. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. 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 دعاك يا ربي بجاه الحبيب وتنعم علينا بفتح قريب. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أرواح يا جمالي أرواح نرحلوا بقبر محمد ثم ننزلوا. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Sud algérien, la colère gronde. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Mourad Yafsah, militant politique. Mourad Yafsah, merci d'être là. Merci pour l'invitation, Sujam. Merci. Alors, depuis le Canada, Adel Jabbar, observateur politique. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, mon cher ami. Bien le bonjour à vous, à vos invités sur le plateau, et un grand, très grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger aussi. Merci. Et Mourad Salhi, militant politique. Mourad Salhi, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, merci pour l'invitation. Bonsoir ainsi à vous, téléspectateurs, vous invités sur le plateau. Merci. Alors, avant d'entamer notre sujet principal, celui du Sud, qui semble être en train de vivre une situation absolument atroce, nous allons parler de ce nouveau gouvernement dont la liste vient de tomber. Hein. Vous l'avez consulté, Mourad Yafsah ? Pas vraiment, pas dans le détail, parce que j'ai travaillé toute la journée, mais j'ai vu comme ça une copie rapidement. Oui. Alors, on peut d'ores et déjà faire quelques observations. Les ministres maintenus, ça veut dire les mêmes qui ont été gardés, il y en a 16. 16, hein, c'est pratiquement presque le même. Et puis, quelque chose de très curieux, retour de plusieurs ministres qui ont été dans la Boutefliki. Hein, c'est un retour en force de la Boutefliki dont on nous dit Aïsaba, etc. C'est tout à fait curieux. Il y en a 16, hein, y compris Tebboune. Hein, y compris, parce que Tebboune était ministre de la Communication, il était ministre de l'Habitat du temps de Bouteflika. Ils sont 16 qui sont maintenus, et il y a donc plusieurs personnes de la Boutefliki. Et aussi, autre fait notable, Zarmati a été sauté, ce qui a fait sauter de joie beaucoup d'Algériens. Ce monsieur qui était à la dévotion totale
de l'armée, des vrais maîtres du régime, et qui faisaient tout ce qu'il lui demandait de faire. Finalement, ils l'ont évacué. Votre avis sur... Moi, je pense que les Algériennes et les Algériens, donc les citoyennes et les citoyens algériens, qui ont à 3 reprises boycotté et rejeté donc, les élections qui leur ont été préparées, organisées, etc., ne se sont pas trompés. Je pense qu'il n'y a pas eu de changement ni au niveau donc, des institutions, ni au niveau du système politique, ni au niveau des principaux dirigeants des différentes institutions du pays. Il y a une place qui s'est libérée, celle du président de la République. Tebboune l'a remplacé. D'une manière, d'ailleurs, non pas démocratique, puisqu'il a été désigné. Contre la volonté populaire. Contre la volonté populaire. Et à 3 reprises, l'immense majorité du peuple algérien, d'après leur propre décompte. C'est eux qui ont organisé les élections, c'est eux qui ont la liste des électeurs, c'est eux qui ont dépouillé, et c'est eux qui ont livré les chiffres qui sont pourtant bourrés. Hein, voilà, et pourtant, ils sont pourtant, l'expression des plus grands boycotts depuis l'indépendance. 80%, c'est énorme. Donc, ils ne se sont pas trompés. Donc, on est effectivement... Donc, là je pense que les choses apparaissent de plus en plus. Le Parlement, il est toujours dominé par les mêmes partis, c'est-à-dire la majorité présidentielle de Bouteflika. Le Sénat, il est toujours dominé par la majorité présidentielle de Bouteflika. Le Conseil constitutionnel, pour la majorité, ce sont ceux qui ont été nommés, désignés par Bouteflika. Donc on est dans le même système politique. Effectivement, il y a une tentative de jouer une certaine comédie, c'est vraiment... Mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne trompe absolument personne, mais vraiment personne, parce que la situation, elle est grave, la situation. Ça ne trompe plus. Je vais vous donner... hier, je me suis amusé à faire un petit calcul. Alors, les 5 partis politiques qui sont les mieux élus, disons, hein, ceux qui sont en haut. Alors, le FLN... attendez, alors, le FLN, Hems, le RND, le Mustaqbal et El Bina, les 5 partis qui ont eu le plus de voix, qui cumulent 308 sièges. 308 majorité absolue. Sur 407. Ouais. Hein, c'est quasiment... Alors, ils ont 308. D'après vous, combien ils ont cumulé? Ils sont à 3,90% des inscrits. 3, même pas 4%. Et ils viennent là, tout en début, vous dire nous sommes l'expression de la volonté populaire. C'est fou, hein? C'est véritablement... Moi, je pense que nous sommes dans une situation vraiment explosive. Parce que ça ne peut pas durer. Vraiment, ça ne peut pas durer. Quel que soit le régime. Le régime algérien, jusqu'à aujourd'hui, il a tenté par la distribution de la rente donc de se maintenir en injectant donc des milliards dans les différents secteurs pour effectivement donc maintenir un fonctionnement social des institutions, de toutes les institutions. Ouais. Artificielle, en injectant de l'argent. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas seulement en injectant de l'argent dans des institutions, parce qu'un gouvernement qui est rationnel, cet argent, il aurait pu créer des entreprises, il aurait pu effectivement investir dans des infrastructures, dans les collectivités locales, dans les mairies, les wilayas, construire l'investissement véritable. Dans l'investissement véritable, et créer des emplois, etc. Et puis, bien sûr, donner les moyens pour la gestion de ces institutions-là. Et à ce moment-là, effectivement, créer les bases fondamentales d'une vraie économie nationale qui repose sur la production de richesses. Puisqu'effectivement, il s'agit d'investir pour donner du travail. Il y a besoin de tout. Ils sont là. Par exemple, ils ont enlevé l'ancien Parlement. Ils nous ont dit, parce qu'il faut qu'on mette un Parlement de la nouvelle Algérie. Alors qu'ils se sont servis de l'ancien Parlement pour faire passer, valider
leur constitution, La réforme le projet qu'ils allaient soumettre par référendum. Alors ils ont finalement eu un autre Parlement moins représentatif que la première. Ils ont dégommé le gouvernement Jarrad pour nous remettre un gouvernement Jarrad bis. Mais pourquoi faire? Est-ce que ce gouvernement va pouvoir faire face à la déferlante de la crise économique qui s'apprête à frapper à la porte? Toute logique de pouvoir repose sur la capacité de dirigeants à pouvoir regrouper autour de lui la majorité du peuple pour aller vers un projet de société. Surtout en des temps aussi difficiles. Quel que soit, bien sûr, dans ces moments comme ça, c'est encore oui. plus important, bien sûr, d'avoir une adhésion, une bonne majorité. Si un pouvoir, s'il n'a pas avec lui une base sociale qui effectivement qui l'accompagne, qui marche et qui fait des efforts pour aller de l'avant, ça veut dire que on est dans une situation de bipolarisation du type pouvoir en place, majorité du peuple. On est dans le cadre de l'équation de la révolution, le processus révolutionnaire de février 2019. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'ils ont entamé leur feuille de route. Ils n'ont fait qu'approfondir le fossé qui a été creusé pendant plus de 20 ans par les régimes successifs entre les décideurs et le peuple algérien. Et la situation économique, sociale et culturelle du pays, elle ne fait que rejeter de plus en plus de couches de la société dans le camp des mécontents, dans le camp des gens qui sont en colère. Parce que c'est un système qui repose sur des privilèges, la distribution donc de justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que ce régime n'est pas conscient que sa seule base sociale, comme vous êtes en train de le dire, est seulement sa clientèle? Et juste sa clientèle, ces relais qu'il entretient et qui ont besoin d'être entretenus pour lui rester fidèle. Est-ce qu'il n'est pas conscient de ça? Moi, je pense qu'ils sont conscients de ça. Non seulement qu'ils sont conscients de ça, la phrase qu'avait dite Tebboune la veille des élections en disant que moi, le pourcentage des électeurs ne m'intéresse pas, ceux qui m'intéressent, ce sont les élus. Oui. C'est une phrase qui signifie que, en tous les cas, il est là pour gouverner contre les Algériens. C'est incroyable. Il n'est pas là pour gouverner avec les Algériens. Et donc, il est bien... C'est-à-dire, faites ce que vous voulez, exactement. Moi j'aurai mon Parlement et j'en ferai ce que j'en voudrais. Exactement. Il sait qu'en tous les cas, les privilèges à distribuer sont de plus en plus limités. Oui, parce qu'ils n'ont plus les moyens de leur méthode. Ils n'ont plus les moyens. Et donc, effectivement, il sait qu'il va gouverner avec une très petite minorité. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où vraiment il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Absolument. Et je pense que le processus qui a démarré en février 2019, qui repose sur la conscience des citoyens, sur la volonté des citoyens de vouloir construire un pays sur des bases saines, sur des bases de travail, de production de richesse, je pense que la perspective heureuse, elle est de ce côté-là. De passer de l'état de nature, de Hobbes, à l'état civil. Exact, exact. Adel Jabbar, sur la nomination, la désignation du nouveau gouvernement qui vient de tomber, ils font du neuf avec du vieux, et encore mieux que le vieux, ils ont même rameuté des anciens de Bouteflika, il y en a certains qui étaient même des hommes liges du système Bouteflika, comme Ramtan Lamamra, par exemple, entre autres, et pas seulement lui. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar? Je ne peux penser que du mal de ce gouvernement-là. Je n'ai pas encore lu ni appris le nom des prétendants, mais je les catalogue de la même manière comme étant des employés. Adel Jabbar, je vais me permettre de vous interrompre. Je vais vous lire la liste. Elle est un peu longue, mais c'est nécessaire en même temps. C'est une punition que vous allez nous oui, c'est une punition pour tous les Algériens qui nous suivent, je le sais. Très vite, Ayman Ben Abdelrahman, Premier ministre et ministre des Finances. Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères. Kamel Beljoud, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Abdelrachid Tabbi, ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Mohamed Arqab, ministre de l'énergie, Ben Addou Ziyan, ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables, Laïd Rabbeka, ministre des Moujahidines et des ayants droit, Youssef Belmahdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Abdel Hakim Belabd, ministre de l'Éducation nationale, Abdel Baqi Ben Ziyan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yassine Miraoui, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Wafa Cha'lal, ministre de la Culture et des Arts, Abdelrazak Sekak, ministre de la Jeunesse et des Sports, Bibi Triki, ministre de la Poste et des Télécommunications, Kautar Krikou, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ahmed Zerdar, ministre de l'Industrie, Abdelhamid Hamdani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Belaribi Tarq, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme de la Ville, Kamel Rizig, ministre du Commerce, Ammar Belhimer, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Kamel Nasri, ministre des Travaux publics, Aïssa Bakay, ministre des Transports, Kamal Hasni, ministre des Ressources en eau, Yassine Hamadi, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Abdelrahman Ben Bouzid, ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Lahfaya, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Besma Azwar, ministre des Relations avec le Parlement, Hicham Sofiane Salawanji, ministre de la Pêche, Samia Mouelfi, ministre de l'Environnement, Abdelrahman Lotfi Jamal Ben Bahmed, ministre de l'Industrie pharmaceutique, Nassim Diafat, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises. Et dans cette liste, 16 faisaient partie du gouvernement Jarrad. Et je vous laisse nous dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas combien ils sont, mais il me semble déjà que c'est un des gouvernements les plus lourds de la planète, dans des pays qui sont confrontés à des crises financières et économiques. C'est des gouvernements qui sont ramassés, restreints, avec de véritables professionnels qui prennent en charge les problèmes du pays. Ces gens-là, c'est encore une fois une équipe de plaisantins qui sont désignés par qui on sait, c'est-à-dire les véritables détenteurs du pouvoir, qui sont aujourd'hui non pas derrière les rideaux, mais qui se permettent de mettre leur général, leur tenue d'apparat, pour aller inaugurer des piscines. À l'époque, c'était les baignoires dans le noir, pour plonger les Algériens et les faire disparaître. Aujourd'hui, ils inaugurent des piscines tant qu'ils n'ont rien à foutre. Ce régime-là est une véritable cryptocratie. Donc, on est dans le virtuel qui ne s'arrête pas et dans le déni. On a désigné un président pantin qui est là pour exécuter sans coup férir des ordres de généraux. On a vu lors du 5 juillet comment il était super bien entouré de 2 vieux généraux dans ce qu'on appelle le palais du peuple, qui a été confisqué en l'occurrence pour servir de caserne, où on fait défiler des généraux, des colonels et des officiers supérieurs pour les promouvoir encore à des grades supérieurs, alors que la majorité des gens n'ont gagné leur grade que dans les bureaux. Ils n'ont pas été confrontés dans les théâtres opérationnels et dans les guerres, et c'est des gens qui n'ont jamais produit une cartouche. Tout ce qu'ils ont, ils l'importent à coût de milliards de dollars. Et ces milliards de dollars servent aussi pour outiller avec des moyens d'oppression leur police, qui est un véritable ennemi. Il ne faut pas nous leurrer encore une fois pour nous tromper. Ce régime-là est un ennemi. Ils nous considèrent comme des ennemis. Si en 62 ils ont commencé à tuer, ils ne se sont jamais arrêtés. Les chiffres sont partis crescendo de 80 à 88 à 92. Aujourd'hui, ils sont capables d'aller tuer 1 million pour ne pas perdre leur pouvoir. C'est de leur survie qu'il s'agit. Pour moi, il est impossible à ce régime illégitime et à sa dictature sauvage et criminelle de résoudre nos problèmes avec une pensée ancienne. Ces gens ont un logiciel des années 60 et 70. Or, le monde a changé sans eux. Ils continuent encore à s'entêter pour vouloir
imposer leur diktat à coups de blindés et de mitraillettes. Aujourd'hui, le blindé ne suffit plus pour tuer les Algériens. On est en train de leur polluer la vie, on leur pollue l'eau, on les soumet à des souffrances inimaginables et inhumaines. Il n'y a pas d'eau par ces temps caniculaires, il y a des crises de produits alimentaires, des crises au niveau de la santé, des crises partout, au point où ce pays-là est devenu Jahannam al-Ard. Et nos enfants, nos jeunes, qui ne résistent plus à ces outrances, à cette punition collective, sont en train de défier la mort pour aller se noyer en Méditerranée, pour les plus chanceux rejoindre les côtes européennes et terminer en prison. J'ai vu des images horribles ce matin à Ouargla où des camions anti-émeutes écrasaient des populations. Ça me rappelle, moi, ma jeunesse, avec des rafles de la colonisation à l'époque qui faisaient des cartons, des rafles, des brimades, des arrestations, des incarcérations de militants et de citoyens. Ça n'a pas changé. Nous sommes sous occupation avec le gros désavantage aujourd'hui de ne pas être protégés en tant qu'occupés par la Convention de Genève. Les Palestiniens d'Israël sont mieux nantis en termes de droits que nous. Chez nous, on vise d'abord, on tire d'abord, on vise ensuite, et c'est Bidoun Hissab. Il n'y a pas de reddition des comptes, il n'y a pas quelqu'un qui ose aujourd'hui dire à ces généraux criminels, arrêtez, pourquoi vous martyriez ce peuple? Je me permettrai aussi de dire encore une fois au peuple algérien et à nos frères et sœurs qu'ils ont un agenda. Ben Salah, quand il est parti se mettre à genoux devant Poutine, a prononcé une phrase lourde de sens. Il dit, nous avons un agenda. Ils ont effectivement un agenda. Leur agenda, c'est de détruire ce pays-là, parce qu'eux-mêmes obéissent à des ordres de puissances étrangères qui sont en train de les aider, qui sont en train de les consolider, qui sont en train de leur offrir tout le soutien diplomatique et la légitimité, entre guillemets, qui leur manque. Donc, ils sont là, ils exécutent leur plan. C'est à nous de nous organiser pour mettre un terme à cette colonisation. Adel Jabbar, pardon de vous interrompre. Sur ma page, quelqu'un écrit, Aziz Arrouch, même la Mamra est de retour, vive la nouvelle Algérie. Yahya Bounfouf, marche arrière toute. Pourquoi ils ne prennent même pas, je ne sais pas, la pudeur, ils n'ont même pas la pudeur de faire semblant, de mettre en adéquation ce qu'ils disent avec ce qu'ils font. Ils disent l'Algérie nouvelle, ils devraient ramener au moins de nouvelles têtes qu'on ne connaît pas. Or, là, ce qu'ils ramènent, ils ont ramené beaucoup d'ex-bouteflикistes qui ont fait partie du système Bouteflika, dont Tebboune lui-même d'ailleurs, qui a exercé deux ministères, un premier ministère, plusieurs autres fonctions. Pourquoi ils ne font même pas semblant? Pourquoi ils n'essaient pas de nous ramener des gens pour nous leurrer, quoi? Ils sont dans quoi? Dans le déni, dans la fuite en avant? Ils s'en foutent royalement. Pour eux, nous ne sommes pas des citoyens. Pour eux, nous sommes des habitants qui ne payons même pas les loyers. Donc, nous sommes une charge pour ces gens-là. N'avez-vous pas vu des Algériens souffrir à des températures extrêmes? Moi, j'ai vu des températures de 57 degrés. Nous allons en parler dans la deuxième partie de l'émission. Je termine avec ça. Au même moment et parallèlement, la mafia des généraux criminels se festoyait à Beni Messous avec des feux d'artifice qui auraient peut-être coûté 500 000 $ ou plus. Ils s'en foutent des Algériens. Il faudrait que nous comprenions ou que nous comprenions définitivement que ce sont des colons. On ne peut pas les définir ou les qualifier d'autres. Ils s'en foutent. Ce qui est dramatique encore, c'est que si en 1992, les généraux génocidaires géraient le pays d'une main de fer, aujourd'hui, ces généraux de pacotille qui sont là au niveau de l'état-major, ils reçoivent des ordres de deux vieux généraux démobilisés qui sont dans la vie civile mais qui tirent les barreaux. Nous sommes dans une véritable organisation mafieuse. C'est des parrains. Vous avez vu une armée se faire
dirigé par de l'informel, au même titre que les petits jeunes libéraux tabla, Diol ou je ne sais pas trop quoi. Nous sommes dans l'informel. Cette armée-là, avez-vous entendu quelqu'un dire Barakat, ils sont là, ils sont obnubilés par leur carrière. C'est une question de ventre et de bas-ventre, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une opposition réelle par la rue pour dire à ces gens-là stop. Donc c'est à nous d'être le véritable rapport de force qui vont les acculer parce qu'ils sont minoritaires. Ils n'ont rien. Leur petite restez avec nous, Adel Jabbar. Mourad Salhi sur ce nouveau gouvernement. Oui, Jamaldine Benchenouk, donc voilà, donc c'est du réchauffé, c'est toujours la même chose, donc ça manque de légitimité, ça manque de... Il n'y a rien du tout, donc ils ont pris leur décision, comme ils disaient, vous inviter. Ils avaient déjà les plans, ils avaient déjà le programme, ils avaient déjà donc la vision, la continuité face au mur, quitte à être seul, quitte à être donc vraiment donc les collabos de l'extérieur, parce que quand on voit le retour de Ramdan Amamra, et puis on voit qu'il y avait quand même le ministre de la Communication, donc Belhimer, on voit bien qu'il y a quand même donc de l'ingérence, on voit quand même qu'il y a des décideurs à l'extérieur, malheureusement, de l'Algérie. Hein, quand on voit Ramdan Amamra et son parcours et ses bourdes, hein, si j'ose m'exprimer ainsi, donc on comprend tout de suite qu'on est toujours dans le même système. Hein. Ils persistent, ils veulent reprendre peut-être un peu d'oxygène, ils veulent reprendre peut-être un peu d'espoir avec ces nouvelles têtes, mais le fond, il est toujours donc le même. On a toujours donc bafoué les droits de l'homme, on a violé toutes les conventions et tous les engagements où l'Algérie donc elle s'est engagée. On voit qu'il y a la désespérance et de l'autre côté c'est l'espoir. Hein. Il a rappelé bien votre invité qu'il y avait le rejet total, hein, plus de 80% de boycotteurs, les trois donc suffrages. Hein. Donc il y avait les présidentielles, 12-12, il y avait la Constitution, la révision de la Constitution, il y avait aussi les législatives. On a vu que c'était, donc il y a un rejet total. Hein. Maintenant, c'est clair que le peuple, il a aucun espoir. Mais Mourad, Adel Jabbar disait que le gouvernement, par des temps de crise comme ça, il aurait dû être plus restreint. Or là, nous avons 31 ministres. C'est quand même beaucoup. Hein. Pourquoi ils sont austères en tout, sauf quand il s'agit de leurs privilèges, de nommer leurs potes, de faire comme ils veulent, quoi. Ils s'en foutent royalement. Je rappelle juste aux téléspectateurs la logistique d'un ministre. Il faudrait un chauffeur, hein, et un agent de sécurité permanent. Pour lui, pour sa famille, 2 voitures. Hein, donc la benzine, le logement, les privilèges, le passeport, la devise, etc. Faites-vous compte, ça c'est au niveau ministériel, gouvernemental. Allez-y dans l'Algérie profonde, allez-y voir le Wali, allez-y voir le chef de région, allez-y voir le chef de la gendarmerie. C'est tout un système qu'ils n'ont toujours pas compris. Ils n'ont pas compris ces gens-là. Ce qui est vraiment donc hallucinant, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est qu'ils n'ont pas tiré de leçon, ils n'ont rien compris. Ils vont droit dans le mur. Parce que là, ils sont en train de donner un ingrédient davantage pour la deuxième vague. Parce qu'il y aura, Jamel, il faudrait rappeler, donc la deuxième vague, donc ils ne sont pas à l'abri d'une deuxième vague plus violente dans la Silmiya. Je veux dire plus violente, ça veut dire elle va être intense, elle va être constante et elle va toucher son bout. Ils sont en train d'alimenter, avec leur pratique là, ils sont en train d'alimenter une deuxième vague dans la Silmiya pour les arracher cette fois-ci donc des racines. Il est clair, Jamaldine Khouya, quand on voit donc le je m'en foutiste, on le voit sur le terrain. On a vu les feux de forêt à Khanchla, hein, que ça continue, hein, à la même occasion. Hein. Donc, si jamais ça continue les feux de forêt, hein, c'est pas encore fini. Et puis, au même moment, qu'est-ce qu'ils font? Donc, l'état-major, ils étaient en train de gaspiller l'argent de contribuables algériens. Pourquoi? Pour passer une simple soirée à l'occasion de la date de la libération nationale. Donc, maintenant, tout le monde, ce qui est bien aujourd'hui, les points positifs, c'est quoi? C'est que la jeunesse et l'ensemble des Algériens, ils ont compris la nature de ce système. Et ça, c'est une victoire, c'est un acquis. Avec ça, on va tout faire, Inch'Allah,
pour vraiment mobiliser davantage, et puis parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de mobiliser parce que le ras-le-bol, il est généralisé. Et ça, c'est dans la faveur du vent de cette noble révolution. Alors, nous allons passer au deuxième sujet de cette émission. Ce qui se passe au sud, c'est jamais la colère n'a autant grondé dans ce territoire livré à lui-même quasiment. Je rappelle que ce territoire qui représente les 3/4, ou plus même, 4/5, disons, du territoire national, c'est ce territoire qui fait vivre toute l'Algérie. C'est une monoressource qui a servi depuis 1962 à entretenir la vie dans ce pays et qui petit à petit a même tué cette ressource, a même tué la valeur travail, au point où les Algériens ne produisent plus rien, ou presque, sauf que l'agriculture qui est en train, aujourd'hui, grâce à Dieu, en train de revivre. Mais toute l'Algérie a vécu donc de ces ressources hydrocarbures, sauf les gens du Sud, qui ont les puits sous leurs pieds, j'allais dire. C'est une population livrée à elle-même, ni travail, ni infrastructure, ni université digne de ce nom, ni école. Et nous allons commencer par voir, tout à l'heure on parlait de l'état de nature et de l'état civil. Vous allez voir qu'à Borj Beji Mokhtar, c'est vous qui me l'aviez rappelé tout à l'heure, Mourad Youssef, que c'est 10 enseignantes qui ont été violées, dont une enseignante avec son propre bébé. Dans une école, ils ont eu un logement de fonction, elles logent toutes les 10. Dans une école où il n'y a même pas de gardien, il y a des gens, des voyous qui sont arrivés, qui les ont malmenés, qui les ont violés, pour dire le mot. Et ça s'est passé le plus naturellement du monde. Il a suffi qu'il y ait un certain tollé pour que le wali daigne enfin se déplacer. Et ils ont quasiment étouffé l'affaire, menacé ces enseignantes de toutes les foudres de Dieu, si jamais elles font des révélations à la presse. Ils les ont réduites au silence. Nous allons regarder quelques images d'abord de Borj Beji Mokhtar. تم الاعتداء على الأستاذات في نصف الليل. انظروا ماذا فعلوا. دماء على الحائط، لا أستطيع التعبير عن هذا المشهد. كارثة والله كارثة، نحن منهارون نفسيا. Ce sont quasiment les seules images que nous avons pu obtenir. C'est l'omerta, la loi du silence. Ils ont interdit à la population de faire des déclarations ou des révélations. Nous avons tout fait pour essayer d'avoir des témoignages. Les gens tremblent de peur à l'idée de pouvoir être évoqués seulement. Même quand ils nous parlent au téléphone, ils nous supplient de ne pas dire leur nom et leur prénom. Mais ça, c'est l'état naturel où une dizaine de femmes, d'enseignantes, dans un endroit où tous les enseignants refusent d'aller et qui ont été violés, au nez à la barbe du service de sécurité, c'est rien passé. Mais il y a aussi, en plus de l'état de nature, il y a l'état de nature véritablement, où les gens dans cette région où il fait 50 degrés à l'ombre, d'ailleurs nous allons voir la liste tout à l'heure, parmi les endroits au monde les plus chauds pendant ces derniers jours. L'Algérie a quasiment, il y a un seul pays qui est au-dessus. Regardez, même les animaux, vous allez regarder. Subhanallah al-Azim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Shuf, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Skhana 60, shuf, subhanallah, shuf. أكثر بالماء. أشرب. عطشان
Un camionneur qui s'arrête pour faire boire un chameau qui allait mourir de soif. Et regardez aussi cette image très émouvante d'un corbeau qui allait mourir de soif. مكر ورقله حسي مزود الغراب راه في حرب العطشان ما لقاش واش يشرب هاك تشرب اروح هي ها هيا ها هاك تشرب ها راك تشرب مكر ورقله حسي مزود في حربيل الغراب عطشان اروح ما تخافش اروح Un volatile connu pour être très farouche, qui ne se laisse jamais approcher, qui en arrive à se donner à boire. C'est incroyable. Et nous allons voir aussi quelques images de la population en colère. Vous allez voir. ماشي واجدة معليش on attend un peu. Alors مراد يفصح c'est très injuste. Ça peut nous mener à des situations inextricables si jamais nos compatriotes du Sud se dressent contre ce qu'on leur fait subir. Nous allons voir les images. Et par une voiture de police. إصابة مواطن عادي إصابة مواطن ها هو إصابة مواطن عادي في مظاهرات قمعية في بلدية على البيضاء. هذه هي الجزائر الجديدة. Vous avez entendu les tirs. On ne sait pas si c'est des tirs à balles caoutchouc ou c'est des tirs réels, on ne sait pas. Mais la situation est gravissime et on risque un hirak non pas de contestation politique, mais un hirak de la colère et du désespoir, de la détresse. Mourad Ifsah. Oui, je pense que on l'avait déjà dit juste après les dernières élections, qu'effectivement donc la situation politique, la situation institutionnelle et puis maintenant économique, sociale, etc. donc allait se dégrader. On est dans cette situation. Je pense que quand on regarde un peu ce gouvernement, on comprend effectivement que la principale préoccupation de ceux qui décident au plus haut sommet donc, de ce pays, de cet État, c'est comment colmater les brèches qui ont été ouvertes en février 2019 pour faire un retour arrière à la veille de février 2019. C'est ça la signification aussi bien donc, de ce gouvernement, de ce Parlement, mais aussi donc, des différents ajustements institutionnels qu'ils ont tenté de faire au travers donc, des amendements du Code pénal et de la Constitution. Et là, on voit une certaine logique. C'est vrai que quand on regarde aussi de manière un peu assez précise un peu la composition de ce gouvernement, un Premier ministre qui est plutôt donc quelqu'un qui est qui vient donc du FMI, qui est plutôt donc du point de vue économique, donc va rassurer les principaux décideurs du monde. On voit maintenant un ministre des Affaires étrangères qui était connu donc par effectivement la même chose les décideurs à l'échelle du monde. Donc on voit bien donc un gouvernement qui est architecturé autour donc de personnes qui rassurent l'étranger, qui rassurent les pays qui soutiennent en réalité donc
des décideurs donc, dans notre pays, puisque le peuple ne les soutient pas. Deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, l'Algérie est un pays qui compte en Afrique. Et donc, une révolution démocratique et sociale... qu'il compte en Afrique, je pense, ce régime oui, c'est pas ce régime, je parle de l'Algérie. Oui, mais, je parle de l'Algérie en tant que pays. Mais généralement, c'est par rapport à l'État, au régime, au système. Mais c'est que l'Algérie, elle est connue par rapport à sa révolution, par rapport, effectivement... Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, les Africains, justement, n'ont plus de respect pour l'Algérie à cause de ce régime. Mais ils regardent ce qui se passe en Algérie. On voit, par exemple, rien qu'à voir ce qui se passe place de la République, régulièrement, il y a des citoyens d'autres pays qui viennent faire comme... J'ai vu le Cameroun, je crois. Le Cameroun, le Congo, le Cap-Vert, à plusieurs reprises. Ils viennent discuter avec nous. Absolument. Et c'est des gens qui, effectivement, ils disent, bien sûr, il y a une tradition de lutte et d'organisation en Algérie qui date donc de l'époque coloniale, et d'ailleurs y compris dans le cadre donc du mouvement national, l'une des composantes les plus organisées dans la lutte anticoloniale, c'était la composante algérienne, et dans le cadre bien sûr avec tous les autres dirigeants africains. Donc ça reste quand même un pays qui est regardé, qui est observé, et ça peut donner aussi des idées à d'autres pays. C'est pour ça que pour la France, pour les États-Unis, pour l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., je pense, pour eux, il faut absolument colmater les brèches et arrêter. Et étouffer le Hirak qui pourrait devenir un mauvais exemple. Et étouffer le Hirak. Et je pense que les décideurs, ils ont compris, c'est ce qu'ils sont. Mais pour le Sahara, parce que eux, ils veulent intervenir au Sahel, soi-disant, pour sécuriser la région. Mais ils ne font rien pour sécuriser le Sahara, qui est une poudrière, où il y a les mouvements Touareg qui demain peuvent se durcir, où il y a des frustrations très profondes au sein de la population du Grand Sud, de tout le Grand Sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Ça risque de leur péter au nez, ça risque d'exploser. C'est en train de... Ce qui se passe, c'est le produit de leur propre politique, qui est parti d'un principe. Le principe qui a présidé à la construction donc, de cette couche de dirigeants au sommet de l'État algérien. C'est à partir de l'été 62, la crise politique de l'été 62, qui a été réglée par le biais d'un rapport de force, d'un rapport de force, donc d'affrontement militaire. Et bien c'est ça qui a présidé à la constitution de cette couche de généraux et d'oligarques qui sont à la tête de l'État. C'était la situation fondatrice. Et ils sont toujours sur ce principe. Ils sont toujours... À part qu'en 62, la majorité du peuple algérien faisait confiance aux dirigeants de la Révolution. Or, depuis, ils n'ont fait que soit assassiner, soit emprisonner... Soit corrompre. Ensuite corrompre, bien sûr, corrompre les dirigeants de la Révolution algérienne, jusqu'à arriver aujourd'hui, cet immense sentiment d'appartenance à un pays et à cette révolution, à cet objectif donc de construire un État national, une république, etc., ils l'ont totalement gaspillé. Donc c'est pour ça que là, ce qu'on vient de voir donc, dans le Sud, mais c'est le produit effectivement de cette, je dirais, conception de l'État. Cette conception de l'État qui repose sur un principe, donc la question donc, de rapport de force, et bien sûr, le rapport de force dans ce cas-là, c'est constituer une clique. C'est une clique qui est à la tête, et sur la base, donc, qui est constituée sur la base de privilèges. Parce que c'est ça, c'est pas des dirigeants nationaux qui sont animés d'une conviction et d'une conscience d'établir une république moderne de citoyens, etc. Sinon, on ne peut pas. Ça se saurait. Sinon, c'est pas possible. On ne peut pas. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un pays désertique. Nous sommes un pays dans lequel
Il n'y a pas effectivement donc une pluviométrie comme dans les pays donc d'Europe, mais il y a assez donc de pluie par an. S'il y avait donc des dirigeants capables d'avoir un projet justement donc. Mais Mourad Youssef, je me permets de vous interrompre. L'Algérie dispose de la plus grande réserve d'eau douce du monde. Exact. Du monde. Il fallait juste mettre un peu d'argent pour l'exploiter, pour faire sortir cette eau et la distribuer. Quand on a 1000 milliards, on pouvait se permettre ce luxe. Au lieu d'aller construire la grande mosquée ou de dilapider dans les bananes, on aurait pu faire de l'Algérie un pays exportateur d'eau douce. Mais c'est que cet argent, il n'a pas été l'immense majorité de cet argent, il n'a pas été investi dans le pays. Il a été détourné. Les privilèges, quand on parle d'un système de privilèges, c'est que les privilèges sont devenus tellement importants, c'est que ça se calcule en milliards de dollars. Oui, oui. J'ai vu une vidéo dans laquelle, donc, dans le cadre de la campagne Tebboune, il lui posait la question, il lui a dit, donc moi je prends l'engagement, je vais récupérer l'argent qui a été donc, comment dirais-je, sorti du pays, donc à l'étranger. Il l'a dit pendant sa campagne électorale. Et le journaliste, il lui dit, mais combien? Il lui dit 1 milliard, 2 milliards. Il est arrivé jusqu'à 50 milliards. Il lui dit, et il ne voulait pas donner de chiffres. Oui. Donc, on voit bien effectivement qu'il y a eu, on a vraiment à la tête du pays, mais vraiment une clique qui a été constituée sur la base donc, de privilèges et d'intérêts. Quand on parle donc de privilégiés, vous avez tout à l'heure donc parlé de népotisme, de prévalence. Mais on est là-dedans. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une mafiocratie. C'est vraiment une mafiocratie. C'est pas. Et on est justement, on vient de fêter l'indépendance. Il y a aussi donc Boudiaf a été assassiné donc le 29 juin. À la tête de l'État, il parlait d'un système mafia. De mafia. Politico-financière. Oui. Politico-financière. Voilà, une mafia politique. C'est une mafia, il l'a dit comme ça. Une mafia politico-financière. Dans plusieurs discours, il n'a pas cessé de le dire. Bon, il l'a payé avec sa vie. Voilà. Et voilà, donc, on n'est pas sorti. Alors, vous aviez parlé de Tebboune quand il parlait de rapatrier les fonds volés par l'Aïsaba, par le gang, comme ils disent, auquel il appartenait lui-même, il faut le rappeler. La journaliste lui avait dit « Et si vous n'êtes pas élu, est-ce que vous allez nous dire quand même comment où ils sont nichés cet argent ?» Il a dit « Non, je ne dis pas. » Vous vous rappelez? Oui, je rappelle. La vidéo, il circule. Oui. Non, si je ne suis pas élu, je ne dis pas. Oui. Alors, Al-Jabbar, je vais plutôt prendre Mourad Salhi qui nous demande de le libérer. Il a affaire, semble-t-il. Et vous resterez avec Mourad Youssef ensemble jusqu'à la fin de l'émission. Mourad Salhi, sur ce qui passe au sud, c'est littéralement atroce, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu un État, à supposer que nous avons un État à la tête de ce pays, négliger autant ces populations qui sont dans des situations extrêmes. On n'a jamais vu un État opprimer des populations qui ont toutes les richesses du pays sous leurs pieds, livrées à elles-mêmes, abandonnées totalement. Et il se trouve que ces populations sont très placides, très pacifiques, qui ne sont pas très contestataires, il faut le dire aussi, malheureusement pour elles, parce que dans cette vie, si vous ne vous levez pas, si vous ne revendiquez pas vos droits, ce n'est pas une mafiocratie du genre de celle qui est à la tête de ce pays qui va se rappeler que vous existez. Mourad Salhi. Oui, Jamal, malheureusement, je suis obligé, je suis tenu par des engagements de vous quitter, et puis heureusement que mes engagements ils vont dans le sens de la révolution. Point. Voilà. Très bien. Alors, revenons à la question du Sud, Jamal. Oui, c'est vrai qu'elle est très sensible. Je discutais hier avec des jeunes algériens, étudiants, du sud de l'Algérie, de Ouergla, et puis on parlait donc de pas mal de problèmes. C'est vrai que c'est une population donc pacifique, nas mlah, korama, nas taïbin bzaf, aqlin sabrin. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en Algérie, en fait, il y a deux éléments. Le premier élément, le pouvoir, il a toujours mis
en valeur le sous-sol de sud algérien au détriment des habitants du Ré. Quand on compte la population, c'est 10% de la population globale algérienne. Soit, on va dire, si on fait, c'est 3 600 000. Ça, c'est les chiffres 2018 de Wikipédia. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au sud? Au sud, c'est qu'il y a en fait un ras-le-bol généralisé depuis du siècle. Ils n'ont jamais profité donc du pétrole et la commune la plus riche au monde, Hassi R'Mel par exemple, c'est la commune la plus pauvre en comptant nombre d'habitants et la superficie. Cette mafia, Khouya Jamel, elle a détruit l'homme algérien du sud, elle a détruit notre sud. Vous savez quoi? J'étais en train de voir que la faune algérienne, le parc national de la faune algérienne, les oiseaux migrateurs et tout ça, on l'a offert aux Qataris, aux Émiratis, aux Saoudis pour les détruire. Et je rappelle, merci de nous l'avoir rappelé, Mourad Salhi, je rappelle que le patrimoine cynégétique algérien, notamment l'outarde et la gazelle, sont des espèces protégées mondialement, y compris par ceux qui viennent chasser, les Saoudiens, les Émiratis. Chez eux, c'est protégé, ils n'ont pas le droit de les tuer. Alors, le régime leur a offert non seulement le droit de venir chasser, de venir massacrer, parce que l'outarde a des effets aphrodisiaques. Donc, ils ne prélèvent d'elle que le foie, je crois. Ils massacrent des milliers de bêtes, ils les jettent, les gazelles, les outardes, et ils prennent les œufs des outardes qu'ils font couver chez eux. Et plus que ça, ils leur donnent des escadrons entiers de gendarmerie pour les protéger, et ces gens traitent nos gendarmes comme si c'était leurs serviteurs, leurs valets. Et ils sont obligés de les suivre à pleine vitesse quand ils vont chasser, à pleine vitesse sur leur 4x4 hyper... et les gendarmes qui ont des 4x4 un peu vétus, qui sont obligés de les suivre à 160 à l'heure, en plein Sahara, je vous laisse imaginer. Mourad Salhi, poursuivez, s'il vous plaît. Voilà, donc dans le même point, Jamel, si vous permettez, là où j'habite, j'ai mes voisins, en fait, c'est des fonctionnaires de l'Organisation mondiale de l'environnement. On parlait justement récemment qu'il y a une espèce, en fait, quand elle traverse l'Algérie, elle revient peu, ça veut dire on part en famille, hein, c'est des oies, hein, et puis après, donc leur circuit, il arrive donc avec un membre inférieur à 50%. Et c'est dû à la chasse sauvage. Les grues, el ghurnouk. Les grues. C'est exactement ça. Oui. Bravo, Jamel. Et voilà. Donc voilà, en fait, pour faire bref, on a détruit le sous-sol algérien. On a détruit le sol. On a détruit les habitants du sol et on a détruit la faune. Et puis maintenant, ils veulent faire croire aux Algériens qu'ils vont au nord Mali, au sud de l'Algérie, pour combattre je sais quoi, pour l'intérêt de qui et pourquoi, pour protéger le sud algérien. Permettez-moi juste de terminer avec une phrase, et merci de nous l'avoir rappelé, Jamaldine. L'homme est un loup contre l'homme. C'est ça, oui. Malheureusement. Merci beaucoup, Mourad Salhi, et merci d'être resté avec nous malgré vos engagements. Adel Jabbar, sur le sort réservé à nos compatriotes du Sud, le sort affreux. Ils sont sous 50 degrés à l'ombre en ce moment. Et j'aimerais qu'on me ramène cette liste qu'on nous a envoyée, des régions les plus chaudes au monde ces derniers jours. Et donc, totalement livrées à elles-mêmes, abandonnées, ni climatisation, ni véhicules aménagés, ni logements aménagés, surtout les populations autochtones du Sud qui vivent dans des gourbis, qui vivent sans eau, sous des tôles parfois, des tôles métallisées, vous imaginez, c'est des véritables fours. Même la nuit, ils ne peuvent pas dormir, il fait trop chaud. Adel Jabbar. C'est une véritable politique coloniale qui ne dure pas, qui n'a pas démarré il y a 5 ou 6 ans ou 10 ans, elle a démarré en 62. Comme le rappelaient vos invités, Hassim Saoud est l'une des communes les plus riches. Hassi R'Mel aussi, moi je connais les 2 sites et les 2 champs, j'y ai vécu, j'ai travaillé là-bas. C'est l'enfer. Hassim Saoud est un véritable taudis. Rien que les richesses qui sont enfouies dans le ventre de Hassim Saoud permettent à cette commune, pour ne pas dire ville, d'être
beaucoup plus moderne que Houston ou que Dubaï ou qu'une autre ville pétrolière. Malheureusement, nous avons une junte militaire. Il ne faut plus parler de régime. C'est une véritable dictature militaire qui a pris ce pays en étau depuis 1962. Malgré tous les changements de comédiens qui passent, rien ne changera tant et aussi longtemps que le cancer lui-même n'est pas guéri par une chimiothérapie et une physiothérapie extrêmement lourde pour éradiquer la cellule cancéreuse. Le régime algérien, bâti autour d'une oligarchie militaire prédatrice, antinationale et aujourd'hui aux frontières de la trahison, est en train de nous démontrer que c'est l'ennemi du peuple. Nous n'avons pas d'homme d'État dans ce que moi j'appellerais un état des lieux, mais nous avons des hommes de main qui ont des comportements mafieux. Aujourd'hui, on assiste à quoi? Ça me rappelle étrangement une autre dictature, un autre totalitarisme, celui de Saddam, qui a été obligé de négocier avec les instances internationales, avec l'ONU ou le Conseil de sécurité, pétrole contre nourriture. Aujourd'hui, la junte militaire illégitime criminelle est en train de négocier un pouvoir contre les richesses de l'Algérie et contre la souveraineté de notre pays. Moi, j'ai une lecture un peu plus pessimiste. Je vous assure que si cette armée, ce commandement militaire illégitime qui obéit à des ordres extérieurs reste en Algérie, il n'est pas déboussolé, nous risquons la désintégration de notre pays. Mais Adel Jabbar, je vais vous poser une question un peu difficile à poser, et j'imagine qu'elle sera plus difficile d'y répondre. Nos compatriotes du Sud, pour dire les choses, qui sont les plus défavorisés, les plus négligés, les plus ostracisés, les plus opprimés, n'ont pas participé au Hirak, alors que c'était la chance pour elles de enfin pouvoir manifester de concert avec toute la nation. Pourquoi, d'après vous? Vous savez que le sud algérien est un véritable cantonnement militaire. Ain Saleh est plein de militaires, Tindouf est plein de militaires, Bichar est plein de militaires, Bourgla, il y a 46 ou 48 casernes. Donc la répression ne peut être que plus féroce par rapport à Alger ou à Oran. S'ils sont arrivés à pacifier des villes où un grand nombre de manifestants sortent, qu'en est-il de villes qui sont sous-peuplées, avec des territoires immenses? Les gens sont sortis à Ain Saleh, malgré un climat défavorable, ils sont sortis à Bichar, ils les ont étouffés, parce que l'askari khorjou, la gendarmerie khorjou, le policier, et dans les révolutions, c'est le nombre qui importe le plus. Moi, j'ai encore en tête, et c'est quelque chose que j'avais évoqué dans une de vos émissions, l'étude qui a été faite par une politologue américaine qui disait qu'il suffit à 3,5% d'une population pour pouvoir en terminer avec un régime dictatorial. Nous sommes sortis, et puis le mouvement, je ne dis pas qu'il s'est essoufflé. Le Hirak ne se limite pas uniquement aux marches. Le Hirak, c'est la véritable prise de conscience politique du peuple algérien. Le Hirak a jeté les bases d'un véritable débat. Et il a clos ce débat-là en prononçant une phrase extraordinaire. Doula Madaniya Mouch Askaria. Donc nous sommes en face de deux titans, l'un en face de l'autre. L'un est armé, violent et qui ne refuse pas l'usage et l'utilisation de la violence, fût-elle la plus sauvage, et un peuple qui est en face, non violent, pacifique, et qui croit. Est-ce que vous ne pensez pas que cette situation peut dégénérer au Sahara, qu'elle peut dégénérer non pas dans le sens d'un Hirak à contestation politique, mais d'un Hirak de colère, d'une colère violente? Mais attendez, Adel Jabbar, je vais vous donner rapidement, avant que vous ne répondiez, pour que vous puissiez mesurer la situation encore de façon précise. Regardez, nous avons ici la liste livrée par un institut mondial qui suit la température dans le monde, de 15 pays qui subissent les plus grands pics de chaleur. Dans les 15 villes citées, il y en a 9 qui sont algériennes. Alors la première, c'est Jahra, au Koweït, 49,8 degrés. 49,8 degrés Celsius. Juste après, Ain Saleh,
49,4. Wirgla, 49,3. Rourde Nous, 49,3. El Golea, 49,1. Hassim Saoud, 49,1. Ensuite, Adrar, 48,4. Metriwen, 48,4. Woulen, 48,3. Et Reggan, 48,3. Vous imaginez, Adel Jabbar? Non, c'est l'horreur. Ça dit que ces températures ne représentent rien si l'homme arrive à domestiquer la nature. Aujourd'hui, nous avons des moyens technologiques pour pouvoir nous acclimater, nous accommoder et domestiquer les aléas de la nature et des éléments. Au Canada, nous sommes un jour arrivés à un pic de 55 degrés sous zéro en plein hiver. Et ce froid intense a duré une semaine ou 10 jours. Mais c'est un pays qui fonctionne parce qu'il est organisé, qui a su trouver des moyens, où c'est l'intelligence qui prévaut, où c'est la technique, la science et la technologie, c'est pas le maïs qui prennent un gourdin et qui viennent vous dire, cassant le thermomètre pour faire descendre la température. Vous m'avez posé une question tout à l'heure, mais j'y arrive tout droit. Moi, je vous dis honnêtement, je crois qu'il y a un grand complot contre l'intégrité nationale, avec la complicité de cet état-major-là, qui est en train d'utiliser notre armée comme une armée de mercenaires pour aller guerroyer au Sahel. On nous a sorti un mouvement séparatiste, entre guillemets, pour dire ils veulent séparer la Kabylie. Aujourd'hui, c'est le discours ambiant de la propagande du régime pour faire de la Kabylie le centre du souverainisme, entre guillemets, et du séparatisme. Le Sahara ne manquera pas à l'appel, parce que ce qui est important en Algérie, ce n'est pas le nord de l'Algérie, où sont concentrés 90% de la population, avec très peu de richesses minières et minérales. C'est le sud de l'Algérie qui est une grande convoitise de la part des puissances étrangères. À Dieu ne plaise, si cette histoire-là de la Kabylie marche dans l'agenda destructeur de cette junte militaire, soyez presque certains que le Sud suivra et que notre pays subira des interventions étrangères avec la complicité de cette junte militaire criminelle antinationale et antipatriote. Moi, c'est mon point de vue. Alors, dernier tour de micro, avant de clore cette émission. Mourad Youssah, quelle perspective êtes-vous en train de voir? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que, pour revenir un peu sur le Sud, parce que la chaleur, pour des gens qui réfléchissent, qui se donnent la peine donc, de réfléchir, pas besoin de sortir d'une grande école, surtout pour un pays comme le nôtre, aussi grand, aussi riche, aussi, où nous avons une jeunesse quand même importante, la chaleur pourrait être effectivement un facteur de modernité, un facteur d'évolution, un facteur de progrès, d'émancipation. D'énergie. D'énergie. Aujourd'hui, il est un facteur de crise, un facteur je dirais, d'appauvrissement et même il est en train de causer la mort. Et de souffrance. Et de souffrance, il est en train de causer la mort. Mais la même chose, c'est-à-dire que tous les attributs qui auraient pu effectivement être utilisés par des gens, mais seulement engagés, seulement ayant une conscience donc de bien travailler, de servir le pays, ils auraient pu faire mais vraiment un paradis, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, que ce soit l'agriculture, que ce soit le littoral, que ce soit la montagne, que ce soit etc. Tout ça, ce sont des attributs donc des potentiels. Matériel, c'est même pas non, c'est des choses, c'est des bases matériellement qui existent. C'est-à-dire que c'est pas un potentiel comme ça. Il suffit de l'exploiter, je veux dire. Non, il suffit de l'exploiter. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. Il faut seulement travailler. On a vu dans certains villages où, lorsque par exemple des citoyens sur une petite initiative, transformer leur village
véritable, je dirais, havre de paix. Oui, en Kabylie. Oui, on a vu les concours pour le plus beau village, pour le village le plus... Mais avec rien, rien. Donc, avec de la volonté. C'est la volonté, et c'est le travail collectivement, avec un objectif, mais qui n'est pas celui de s'accaparer des biens pour remplir ses poches, mais pour effectivement améliorer son quotidien et bien sûr préparer l'avenir. Donc on n'est pas dans ce système, il est en train, comme il est en train de creuser la tombe à des millions d'Algériens, parce que dans le sud, si ça continue comme ça, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il y a après ça? Il y a la mort. Après la violence, après ce type de... Il y a la mort. Donc, il n'y a plus rien à perdre après ça. Il n'y a plus rien à perdre. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont en train de creuser leur propre tombe. C'est-à-dire que par leurs méfaits... Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Moi, je pense qu'il y a une chose qui est en train de, à mon avis, mûrir un peu partout. C'est que la crise institutionnelle à la crise politique est en train de se rapprocher, de faire jonction avec la crise économique et sociale. Et bien sûr, il faut de l'organisation. Il ne peut pas y avoir de... Ils pourront endiguer tout ça, toutes ces choses qui viennent en même temps? Je pense qu'ils n'ont pas déjà l'intention de l'endiguer. Ils sont engagés sur la répression. C'est-à-dire que la réforme constitutionnelle qu'ils ont réalisée, la réforme du code pénal qu'ils ont fait, donc nous montre qu'ils sont en train de préparer... L'ordonnance instituant terroriste quiconque dénonce le régime. Exactement. Donc l'ordonnance qui qualifie le MAC et RHD d'organisation terroriste. Et quiconque conteste le régime autrement que ce qui est prévu par la Constitution. Exactement. Ça veut dire que personne n'a le droit de contester. Exactement. Donc ils sont sur cette ligne, c'est-à-dire ils sont sur la ligne d'affrontement. Et ça ne peut pas passer. Aucun régime au monde, aucun, aussi fort soit-il, n'a réussi à mettre à genoux tout un peuple. Il y a des régimes qui réussissent à mettre à genoux une partie d'un peuple. Mais il n'est pas possible de mettre à genoux donc tout un peuple. Il y a effectivement aujourd'hui une petite minorité qui est au Parlement, qui est dans les ministères, qui est au Sénat, etc., qui ont effectivement, qui sont dans l'allégeance au système. Mais et pourquoi? La signification, qu'est-ce qui les a mis à cette... À mon avis, la signification donc des millions d'Algériens qui se sont soulevés en février 2019, c'est justement le refus de l'allégeance. Et c'est pour ça qu'il y a un lien, mais vraiment avec le mouvement national, avec la révolution nationale algérienne pour l'indépendance. C'est-à-dire le refus de se mettre à genoux, ni face au colonialisme, ni aujourd'hui face au système autoritaire et qui nous montre effectivement donc son passage petit à petit vers un système dictatorial. Le refus dans la continuité révolutionnaire. Exactement. Adel Jabbar, nous allons bientôt arriver à la fin de l'émission. Comment voyez-vous la suite des événements? Est-ce que ça ne risque pas de se dégrader? Est-ce que ça ne risque pas de dégénérer? Est-ce que nous ne pourrions pas passer d'un Hirak pacifique, contestataire, avec une grande conscience politique, un grand pacifisme, vers une contestation plus violente, une contestation de la colère? Non, moi je pense sincèrement que les Algériens ont fait leur devoir. Ils ont intellectualisé l'horreur des années 92. Ils ne reviendront plus à la violence, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui pensent, qui communiquent, qui disent ce qu'ils savent sur les révolutions civiles non violentes. Dans le cadre de l'étude de la politologue que j'avais citée tout à l'heure, elle précise clairement que sur 4 révolutions non violentes, il y a 3 qui réussissent. Sur 4 révolutions armées, il y a une seule qui réussit. Moi, je vous dis, ma pensée, c'est que la crise que nous vivons aujourd'hui
elle n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est l'accumulation de problèmes multiples et multidimensionnels qui n'ont pas été résolus par le pouvoir en place, un pouvoir illégitime dès le départ. Et cette irrésolution des problèmes a constitué un handicap majeur pour la construction d'un État moderne, d'un pays où il fait bon vivre, etc. Le drame, c'est que le mode de pensée ancien et obsolète de cette oligarchie militaire n'a pas changé. Aujourd'hui, ils veulent perpétuer ce mode de pensée-là pour pouvoir diriger l'Algérie comme ils l'ont fait. Donc, pour eux, toute tentative de transformation sociale, politique, économique, intellectuelle est impossible parce qu'ils sont dans leur paradigme. Ils n'ont pas changé. Moi, ma profonde pensée la plus chère, c'est que quand je regarde l'Algérie aujourd'hui, je me dis il y a quand même un espoir. Parce que ce n'est pas l'Algérie qui va s'effondrer, ce n'est pas l'Algérie qui va vers l'extinction, tant et aussi longtemps que la prise de conscience politique est répandue à travers le peuple, mais c'est vers l'extension et la disparition et l'effondrement de ce régime qui n'a plus rien comme moyen, comme légitimité, comme base sociale et politique. Je terminerai par une citation d'un grand monsieur qui disait « Il n'existe pas de révolution plus juste et plus démocratique que celle qui secoue l'Algérie aujourd'hui, et il n'existe pas de répression, si dure et criminelle soit-elle, qui puisse entraver un peuple qui se lève. Notre peuple est en train de se lever. » Cette citation concerne le Chili. Elle est empruntée à Luis Sepúlveda, un écrivain et un opposant à la dictature chilienne, mais je l'ai adapté à notre contexte national. Je vous dis, le peuple algérien se lève, il se lèvera et il ne se mettra jamais à genoux. Voilà. Merci Adel Jabbar, merci Mourad Salhi, merci Mourad Yefsah. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Silmiya, Silmiya, Khawa Khawa. Khawa la khair.